Plus de 60 ans ont passé depuis que Daniel Boone a fait ses débuts à la télévision. Et les personnes qui lui ont donné vie ont traversé des mariages, des scandales, des épreuves et des transformations que personne n'aurait pu prédire. L'un d'eux a été retrouvé mort par balle aux côtés de sa femme. Et les circonstances donnent encore la chair de poule. Un autre est passé des terrains de la NFL à la frontière américaine, puis a maîtrisé l'assassin d'un sénateur à main nue. Une troisième a été évincée de la série parce que sa partenaire l'avait exigé dans son contrat, et est devenue une icône d'un genre radicalement différent. Number One, Albert Salmi, dans le rôle de Yadkin. Quand Daniel Boone est apparu sur les écrans à l'automne 1964, aux côtés du héros éponyme, se tenait un homme que le public allait se rappeler comme le chaleureux et fidèle Yadkin, le compagnon loyal de Boone tout au long de la première saison. Cet homme était Albert Salmi. Il avait 37 ans au début du tournage, et derrière lui se trouvait un parcours qui aurait suffi à remplir un film à lui seul. Albert Salmi est né le 11 mars 1927 à Brooklyn, New York, fils de parents immigrés finlandais qui avaient traversé l'Atlantique sans autre bagage que leur langue et leur goût du travail. La famille habitait le quartier finlandais de Brooklyn, et c'est en finnois, non en anglais, que le jeune Albert s'exprimait jusqu'à l'âge scolaire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a utilisé les aides aux anciens combattants pour étudier au prestigieux Actors Studio de New York, la même institution où Marlon Brando, Paul Newman et James Dean affinaient leur art. Il a étudié le jeu dramatique sous la direction de Lee Strasberg lui-même, et cette formation est devenue le socle de tout ce qu'il a accompli par la suite. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un homme calme et réfléchi, à l'humour pince sans rire, et totalement indifférent au glamour hollywoodien. À Broadway, il a été remarqué d'emblée. En 1955, il a joué Baedeker dans la création originale de Bus Stop de William Inge, le rôle qui a défini le début de sa carrière. Selon des proches de la production, Marilyn Monroe l'a personnellement supplié de reprendre ce rôle dans l'adaptation cinématographique de 1956. Il a refusé, convaincu que le théâtre était fondamentalement supérieur au cinéma. Le rôle est revenu à Don Murray, qui a décroché une nomination aux Oscars pour cette performance. Cette seule décision a peut-être coûté à Albert Salmi la carrière qu'il méritait. Il a participé à plus de 150 productions cinématographiques et télévisées, dont Le Retour de la planète des singes et Dragon Slayer, et est devenu l'un des acteurs de second rôle les plus respectés de sa génération. Mais toujours dans l'ombre, toujours en soutien d'un autre. À la fin des années 1980, Salmi s'était discrètement retiré de Hollywood. Lui et sa seconde épouse Roberta s'étaient installés à Spokane, dans l'État de Washington, où il enseignait l'art dramatique. Ceux qui le connaissaient là-bas décrivent un homme généreux et bienveillant. Mais en lui, quelque chose se brisait. Une dépression clinique sévère resserrait son emprise. Lui et Roberta s'étaient séparés. L'avenir avait cessé de lui sembler digne d'être vécu. Le 22 avril 1990, la police a été appelée au domicile des Salmi à Spokane. Albert et Roberta ont été retrouvés morts tous les deux, avec des blessures par balle. Il avait 63 ans. Les enquêteurs ont conclu à un meurtre suivi d'un suicide. La tragédie a dévasté ceux qui l'avaient reconnu. Ses filles issues de son second mariage ont pris la parole publiquement avec un amour manifeste pour parler de leur père, décrivant un homme chaleureux et plein d'humour, brisé par des forces qu'il ne pouvait plus maîtriser. Sur sa pierre tombale, elles ont choisi 4 mots. Notre papa bien-aimé. Cette simple inscription pèse plus lourd que tous les génériques de films qu'il a jamais accumulés. Numéro 2. Dallas McKennon dans le rôle de Cincinnatus. Il existe des acteurs que le monde entier connaît sans jamais savoir leur nom. La voix de Dallas McKennon a touché des dizaines de millions de personnes sur 4 décennies, et presque aucune d'elles n'aurait su à qui elle appartenait. Dans Daniel Boone, il était Cincinnatus, l'aubergiste bienveillant et figure incontournable du bourg, toujours prêt à glisser le mot juste. Il avait fortifourant quand la série a démarré. Mais la vie de cet homme s'étendait bien au-delà d'un seul rôle, de façon véritablement stupéfiante. Dallas Raymond McKennon est né le 19 juillet
1919 à La Grande, dans l'Oregon. Sa mère est morte alors qu'il était encore enfant, et il a été élevé par sa tante et son oncle dans une ferme du nord-ouest du Pacifique, apprenant tôt à être autonome, patient et débrouillard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans le corps des transmissions de l'armée américaine en Alaska. À son retour, il a trouvé sa vocation dans un endroit où personne ne l'attendait, devant un micro. La voix de McKinnon est devenue l'un des sons emblématiques de toute une époque du divertissement américain. Il a prêté sa voix à Gumby pour Art Clokey. Il était Archie Andrews dans la longue série animée de Filmation. Il a donné vie à Buzz Buzzard dans les dessins animés de Woody Woodpecker. On peut l'entendre dans certains des films d'animation Disney les plus aimés: La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Mary Poppins, L'apprentie sorcière. Pour des générations d'enfants américains, sa voix était celle de la magie. En dehors du micro, McKinnon était un historien passionné de la piste de l'Oregon, donnant des conférences pédagogiques au Centre interprétatif de la piste de l'Oregon et créant des programmes audio éducatifs pour les écoliers. Il a épousé Betty Warner en 1942 et ce mariage a duré 67 ans, donnant naissance à 8 enfants et à un foyer plein de chaleur et d'animation. Le 14th of July 2009, 5 jours avant ce qui aurait été son 90th anniversaire, Dallas McKinnon est décédé à Raymond, dans l'État de Washington. Ses cendres, conformément à sa propre demande, ont été dispersées sur l'océan Pacifique. Une vie consacrée au son, au récit, à la famille et au passé. Peu de gens dans ce milieu ont laissé un héritage aussi vaste et aussi discrètement mérité. Number 3. Robert Logan dans le rôle de Jericho Jones. Jeune, impulsif, fougueux, voilà ce qu'était Jericho Jones, le frontalier agité qui voyageait aux côtés de Daniel Boone lors de la 2e saison. Robert Logan lui apportait une énergie pétillante qu'il était difficile de quitter des yeux. Il avait 24 ans lorsqu'il a rejoint la distribution et le reste de sa carrière est devenu, à bien des égards, une longue quête de cette même authenticité naturelle qu'il avait trouvée si facilement dans ce personnage. Robert Francis Logan est né le 29 mai 1941 à Brooklyn, New York, l'aîné de 7 enfants d'un cadre bancaire prénommé Francis Logan. Le sport a dominé son adolescence et une bourse de baseball l'a conduit à l'université de l'Arizona à Tucson, où un agent de talent de la Warner Brothers l'a remarqué par hasard et a décidé qu'il avait quelque chose à développer. Ses premières apparitions télévisées incluaient un rôle marquant dans 77 Sunset Strip, l'une des séries phares pour la jeunesse du début des années 1960, où il incarnait un gardien de parking avec ce genre de cool qu'une génération entière de garçons cherchait à imiter. Après Daniel Boone, la carrière de Logan a traversé une période calme. Puis, au milieu des années 1970, est venu un second souffle inattendu. Il est devenu le visage d'une série de films d'aventures familiaux à petit budget, tournés dans de vrais décors naturels et qui ont trouvé un public fidèle partout dans le monde. Les aventures de la famille Robinson, 1975, Au-delà des grandes montagnes, 1976, La famille Robinson dans la montagne, 1979. Sa vie personnelle a connu quelques turbulences. Un premier mariage avec l'actrice Susan Henning en 1967 n'a duré que 2 ans. Un second mariage, avec Alina Milian, s'est avéré plus durable. Dans ces dernières décennies, Logan s'est éloigné progressivement de Hollywood pour se rapprocher de la vie tranquille qu'il avait toujours semblé désirer. Le 6 mai 2024, Robert Logan est décédé à Estero, en Floride, à l'âge de 82 ans, 23 jours avant son prochain anniversaire. Le jeune homme qui avait parcouru les aventures de la frontière aux côtés de Fess Parker avait trouvé sa paix. Et c'est, au fond, tout à fait juste. Number 4, Jimmy Dean dans le rôle de Josh Clemens. Sans Daniel Boone, beaucoup de gens se souviendraient aujourd'hui de Jimmy Dean uniquement pour ses saucisses. Mais cet homme était un original, une force de la nature dans plusieurs secteurs à la fois. Quand il a rejoint la série en 1968 dans le rôle de Josh Clemens, le bruyant et chaleureux ami trappeur de Daniel Boone, il avait déjà 39 ans et derrière lui se trouvait une histoire assez dramatique pour nourrir plusieurs films.
Jimmy Ray Dean est né le 10th of August 1928 à Alton, au Texas, dans une famille dévastée par la Grande Dépression. Son père était largement absent. À un moment donné, il a abattu la chèvre que le garçon chérissait comme animal de compagnie pour mettre de la nourriture sur la table. Sa mère cousait les vêtements de la famille avec des sacs de sucre, les mêmes que ses camarades de classe se moquèrent de lui de porter à l'école. Il a quitté l'école avant d'avoir son diplôme. Il n'y avait tout simplement pas d'autre option. La musique n'était pas un divertissement, pas une ambition, mais une survie. Après un passage dans l'armée de l'air, Dean a formé un groupe appelé les Texas Wildcats et a commencé à se produire dans les clubs de Washington. Il est devenu une célébrité locale, puis nationale. Patsy Cline et Roy Clark ont tous deux fait leur début professionnel dans l'émission télévisée de Dean. En 1961, il a sorti Big Bad John, une chanson à la voix grave et au rythme lent racontant l'histoire d'un mineur de charbon héroïque. Et l'Amérique s'est arrêtée pour écouter. Le titre a atteint la première place des classements et lui a valu un Grammy. Son propre programme de variété a suivi, ainsi que des tournées incessantes. Il s'est produit au Hollywood Bowl. Il a présenté The Tonight Show à plusieurs reprises. C'était le genre d'artiste capable de remplir une salle par la seule force de sa personnalité. Le jeu d'acteur est venu naturellement à un homme fait pour la scène. Au-delà des 14 épisodes de Daniel Boone, Dean a joué le milliardaire reclus de Las Vegas Willard White face à Sean Connery dans le film James Bond « Les diamants sont éternels » en 1971. En 1969, il avait également fondé la Jimmy Dean Sausage Company dans sa ville natale, une entreprise qu'il a finalement vendue au groupe Sara Lee en 1984, tout en restant le porte-parole public pendant des années. Sa maison en Virginie a brûlé jusqu'aux fondations dans un incendie, détruisant une collection de souvenirs liés à Elvis Presley et Jim Henson. Avec son épouse Donna Mead, il a reconstruit le domaine depuis zéro sur plus de 80 hectares. Le 13th of June 2010, Jimmy Dean est décédé tranquillement chez lui, assis dans son fauteuil, devant la télévision, à l'âge de 81 ans. Il a été admis à titre posthume au Country Music Hall of Fame la même année. Le garçon aux habits cousus dans des sacs de sucre était arrivé au sommet et n'avait jamais, pas une seule fois, oublié d'où il venait. Number 5. Don Pedro Corley dans le rôle de Gideon. Certains visages dans Daniel Boone ne vous reviennent peut-être pas par leur nom, mais une fois vus, on ne les oublie pas. Don Pedro Corley est apparu dans la 5e saison en tant que Gideon dans 4 épisodes de la saison 1968-69. Et sa présence physique imposante et son autorité naturelle rendaient chaque scène où il figurait plus vivante. Il avait tirtillant quand il a rejoint la distribution, et son chemin vers ce rôle était différent de celui de n'importe qui d'autre sur cette liste. Don Pedro Corley est né le 30 août 1938 à Klamath Falls, en Oregon, dans une famille ancrée dans la musique et la vie communautaire. Son père jouait du piano, sa mère s'investissait activement en politique locale. L'athlétisme a occupé ses premières années. Excellent joueur de football américain et sérieux athlète spécialisé dans le lancer du disque. Suffisamment bon pour tenter sa chance aux Jeux olympiques d'été de 1960. Il a terminé 6e aux sélections. 6e. À 1 ou 2 places de voir sa vie prendre une toute autre direction. Il n'a pas été retenu dans l'équipe et s'est alors inscrit à l'Université de l'Oregon pour étudier l'architecture. Le jeu dramatique ne faisait partie d'aucun plan. C'est arrivé par pur hasard. Un après-midi, il s'est glissé dans la répétition d'un ami, s'est retrouvé poussé sur scène et quelque chose a cliqué. Il s'est installé à San Francisco et a passé 5 années déterminées à apprendre le métier dans des productions théâtrales à travers toute la ville. À la fin des années 1960, il travaillait régulièrement à la télévision et sa physicalité distinctive et son calme chargé lui valaient des rôles de plus en plus importants. Daniel Boone fut l'un de ses premiers rôles récurrents établis et l'a fait connaître d'un public national. Ce qui a suivi la série a été un parcours véritablement remarquable. En 1970, il a joué Ongaro dans Les astronautes de l'espace. Puis George Lucas, encore inconnu, tout au début de sa carrière, l'a choisi pour le personnage SRT dans THX-1138. En 1971,
le premier long métrage du réalisateur. Un film de science-fiction froid et visionnaire qui a révélé Lucas comme un cinéaste d'une ambition rare. Se retrouver dans cette salle, dans ce film, à ce moment de l'histoire du cinéma, c'était se tenir au bord même d'une révolution. Coley a également été en tête d'affiche de Sugar Hill et a tenu des rôles centraux dans le cinéma blaxploitation avant de décrocher son personnage le plus reconnaissable, le shérif Ed Little du comté de Chickasaw dans Shérif, fais-moi peur. Un homme de loi implacable du comté voisin qui, contrairement au maladroit shérif Roscoe, savait exactement comment se servir de son badge. Coley a joué le rôle dans 13 épisodes entre 1981 et 1984, et le public savourait chaque instant de sa fureur à peine contenue. Il a continué à participer à des conventions de fans partout dans le monde jusqu'à ces dernières années, accueillant ses admirateurs avec une chaleur et une joie évidentes. Don Pedro Coley est décédé d'un cancer dans sa ville natale de Klamath Falls, en Oregon, le 11 octobre 2017, à l'âge de 79 ans. Il n'avait jamais eu l'intention de devenir acteur. Et pourtant, contre toute attente, il est devenu véritablement inoubliable. Number 6. Roosevelt, Rosie Greer, dans le rôle de Gabe Cooper. Son apparition dans Daniel Boone était en elle-même une déclaration sur l'époque. Nous étions en 1969, la dernière saison, et voilà un acteur noir qui incarnait un personnage à part entière, nommé, récurrent sur la frontière américaine. Pas un méchant, pas un serviteur, un homme debout aux côtés du héros, en égal. Cet homme était Roosevelt Greer, connu de tous sous le nom de Rosé. Il avait 36 ans quand il a rejoint la distribution, et il avait déjà vécu ce qui équivalait à plusieurs vies extraordinaires pliées en une seule. Roosevelt Greer est né le 14th of July 1932 à Cuthbert, en Géorgie. Le 12e de 12 enfants d'une famille de métayers. Il portait le prénom de Franklin Delano Roosevelt, un prénom chargé du poids de l'espoir d'une génération entière. Le chemin de la Géorgie rurale la plus pauvre au sommet du sport professionnel américain a passé par l'université Penn State, puis par les New York Giants, où Greer est devenu un défenseur imposant. Avec les Los Angeles Rams au début des années 1960, il a intégré ce que l'on a appelé le fearsome foursome, sans doute la ligne défensive la plus dominante de l'histoire de la NFL jusqu'alors. Il a été sélectionné 2 fois pour le Pro Bowl. L'homme était une force de la nature sur un terrain de football américain. Une rupture du tendon d'Achille en 1967 a mis fin à sa carrière sportive. Greer s'est tourné vers le divertissement. Apparitions télévisées, enregistrements, sa propre émission de variété de courte durée. Et puis est venue la nuit qui l'a placé définitivement dans l'histoire des États-Unis. Juin 1968. L'Ambassador Hotel de Los Angeles. Le sénateur Robert Kennedy venait de remporter les primaires démocrates de Californie. Alors que Kennedy traversait la cuisine de l'hôtel, Sirhan Sirhan a ouvert le feu à bout portant. C'est Rosie Greer, membre de l'équipe de sécurité personnelle de Kennedy, qui gardait Ethel Kennedy à ce moment-là, qui s'est précipitée vers l'agresseur. Avec l'écrivain George Plimpton et le décathlonien olympique Rafer Johnson, Greer a saisi la main armée de Sirhan, lui a arraché l'arme et l'a aidé à le plaquer contre une table à vapeur puis au sol. Kennedy est décédé de ses blessures le lendemain. Greer s'est reproché de ne pas avoir empêché la fusillade et a porté ce poids le reste de sa vie. Après Daniel Boone, il a continué à travailler, au cinéma et à la télévision, dans la musique et dans la vie publique. Son livre de 1973, La broderie au point de croix pour les hommes, était véritablement en avance sur son temps. Un vétéran décoré de la NFL, reconnaissant ouvertement que la broderie l'aidait à gérer le stress et l'anxiété. En 1983, il a été ordonné pasteur protestant. Il a fondé des associations au service de la jeunesse des quartiers défavorisés. Il a sillonné le pays comme conférencier, portant un message forgé par des décennies de violences vécues et surmontées. Aujourd'hui, en 2026, Roosevelt Greer a 93 ans. Il a désarmé l'assassin d'un sénateur à main nue. Il a écrit un livre sur la broderie. Il est devenu pasteur,
Personne n'aurait pu écrire ce scénario. Numéro 7. Veronica Cartwright dans le rôle de Jemima Boone. Elle n'avait que 15 ans quand elle a foulé la frontière en tant que fille de Daniel Boone. Veronica Cartwright est l'une de ces rares interprètes dont la carrière après les rôles d'enfants n'a pas seulement survécu. Elle s'est épanouie en quelque chose d'entièrement singulier, lui valant une place parmi les actrices de composition les plus respectées du cinéma américain. Veronica est née le 20th of April 1949 à Bristol, en Angleterre. Sa famille s'est installée à Los Angeles alors qu'elle était encore très jeune, la plaçant directement dans l'orbite de l'industrie cinématographique. Sa sœur cadette Angela est également devenue actrice, mais leurs trajectoires ont très tôt divergé radicalement. Angela a gravité vers la chaleur et les comédies musicales, tandis que Veronica était attirée presque magnétiquement par la complexité, l'inquiétude, les rôles où l'expérience humaine ordinaire bascule soudainement vers quelque chose de terrifiant. Alfred Hitchcock a reconnu cette qualité avant presque tout le monde. Il l'a choisie pour Les Oiseaux en 1963, où elle jouait une enfant confrontée à l'inexplicable avec une horreur hébétée et impuissante. Dans Daniel Boone, elle est apparue tout au long des 2 premières saisons, construisant une présence authentique en tant que fille de la famille Boone. Puis, elle a simplement disparu de la série, sans aucune explication dans la fiction. La raison n'a été révélée que des années plus tard, et c'est une histoire de Hollywood dans ce qu'il a de plus mesquin. Selon des témoignages documentés, notamment des notes de production sur IMDb et une interview que Veronica a accordée des années après, Patricia Blair, qui jouait sa mère à l'écran, Rebecca Boone, s'était sentie mal à l'aise avec les intrigues mettant en scène une Jemima en pleine croissance avec ses premiers émois amoureux. Mais l'acte de protection calculé de Patricia Blair a finalement rendu un immense service à Veronica Cartwright. Libérée de la frontière, elle s'est aventurée en territoire bien plus adapté à son talent. En 1978, l'invasion des profanateurs. En 1979, Alien de Ridley Scott, dans lequel son interprétation de Lambert, la navigatrice qui se désintègre sous une terreur croissante, lui a valu le prix Saturn de la meilleure actrice dans un second rôle. 3 nominations aux Emmy Awards ont suivi, au cours d'une carrière qui s'étend jusqu'à Les Sorcières d'Eastwick, X-Files, plusieurs saisons de Urgence et Grey's Anatomy. Sa vie personnelle a connu un vrai deuil. 3 mariages et la mort en 2007 de son 3e mari, le réalisateur Richard Compton, qui l'a laissée veuve avec un fils prénommé Dakota. Veronica Cartwright a 77 ans aujourd'hui, vit toujours à Los Angeles et reste une figure profondément respectée. La petite fille chassée de la frontière a, par accident, trouvé le chemin de ses plus grands rôles. Number 8, Darby Hinton, dans le rôle d'Israel Boone. Certains rôles trouvent les gens de façon totalement accidentelle. Darby Hinton a trouvé le sien, le rôle qui allait définir son enfance et le suivre toute sa vie adulte, parce qu'il se trouvait au bon endroit exactement au bon moment. Cet accident est devenu le fil conducteur de tout ce qui a suivi. Darby est né le 19th of August 1957 à Santa Monica, en Californie. Son père, l'acteur Ed Hinton, est mort dans un accident d'avion quand Darby n'avait que 14 mois. Une perte si précoce qu'il n'en gardait aucun souvenir, seulement une absence qui l'a façonné. Sa mère, institutrice, ne s'est jamais remariée. Il a grandi sans figure paternelle. Et pourtant, le destin a disposé, avec une certaine ironie sombre, que son père de télévision serait Fess Parker, l'une des figures paternelles les plus reconnaissables de la culture populaire américaine. La relation entre eux à l'écran était si naturellement chaleureuse que le public la croyait entièrement, et ce n'était pas loin de la réalité. Parker est devenu un vrai mentor pour le garçon tout au long des longues années de tournage, une présence stable et bienveillante dans la vie de Darby à un moment où il en avait précisément besoin. Darby apparaissait dans des publicités depuis l'âge de 6 mois. À 7 ans, en 1964, il était Israel Boone. Le public l'a regardé grandir de petit garçon en jeune homme sur 6 saisons. Une enfance partagée qui a créé avec les téléspectateurs un lien que peu d'acteurs enfants parviennent à tisser. Sur le plateau, durant ces années,
il a travaillé avec de jeunes acteurs invités qui allaient devenir des légendes de Hollywood. Ron Howard et Jodie Foster ont tous deux eu des rôles dans des épisodes de Daniel Boone au cours de la série. Après la fin de la série, Darby a continué à travailler dans des projets très variés. Hawaii Police d'État, Magnum, des films indépendants, le film d'action culte Malibu Express en 1984 et une longue carrière dans les feuilletons télévisés, notamment Des jours et des vies. 2 mariages, 4 enfants. Il a trouvé ses marques dans la vie comme dans le travail au fil des années. En 2024 to 2025, il est apparu dans 2 nouvelles productions, le western Was Once a Hero et le drame biographique de pionnier du Kansas, Sod and Stubble. Aujourd'hui, en 2026, Darby Hinton a 68 ans et travaille toujours activement. Le garçon sans père qui en a trouvé un second à l'écran et qui a grandi sous les yeux d'un pays tout entier n'a jamais cessé d'avancer. Number 9, Patricia Blair dans le rôle de Rebecca Boone. On l'appelait la plus belle femme de la frontière américaine. Patricia Blair incarnait la loyauté, la force et une dignité inébranlable. C'était Rebecca Boone, épisode après épisode, saison après saison. Mais derrière cette image posée, vivait une vraie femme dont l'histoire s'est avérée bien plus complexe et dont le dernier chapitre a été genuinement triste. Patricia Blair est née le 15th of January 1933 à Fort Worth, au Texas, sous le nom de Patsy Lou Blake. Élevée à Dallas, elle est partie à Los Angeles à 17 ans, entamant une carrière qui a commencé par le mannequinat avec l'agence Conover, avant que la Warner Brothers ne la signe. Condition imposée, changer de nom. Patsy est devenue Patricia. Cette petite réinvention était, en un sens, le modèle de tout ce qu'elle ferait dans l'industrie. Toujours se transformer en ce que la situation exigeait. Ses premières années ont été un long chemin de série B et de petits rôles. Le déclic est venu grâce à Le Fusil, où elle a figuré lors de la dernière saison de la série dans le rôle de Lou Mallory, la patronne de l'hôtel, une femme indépendante et déterminée qui tenait tête à tous les pistoleros et intrigants du territoire. Les gens ont remarqué. En 1964, alors qu'elle s'apprêtait à quitter Los Angeles pour tout recommencer à New York, le scénariste Gordon Chase a proposé son nom pour le rôle féminin principal de Daniel Boone. Elle a pris l'avion pour une réunion, a décroché le rôle et est restée 6 ans. Elle avait 31 ans quand la série a débuté. Rebecca Boone a été à la fois son plus grand rôle et son plus grand piège. Elle y était formidablement bonne, mais au fil des années, il est apparu de plus en plus clairement que le rôle dévorait aussi le reste de ses possibilités professionnelles. L'épisode avec Veronica Cartwright éclaire les pressions sous lesquelles elle opérait mieux que n'importe quoi d'autre. La terreur d'être perçue comme vieillissante devant les caméras, la cruauté avec laquelle cette industrie traite les femmes qui montrent le moindre signe du passage du temps, la disposition à sacrifier le gagne-pain d'une collègue pour gérer sa propre image. Blair a refusé de renouveler son contrat pour la 3e saison si Cartwright n'était pas renvoyé. Les producteurs ont cédé. Le reste de la distribution, selon de multiples témoignages, a été consterné. Elle a épousé le promoteur immobilier Martin Colbert en 1965. Le mariage s'est terminé par un divorce en 1993. Après la fin de Daniel Boone en 1970, sa carrière d'actrice s'est essentiellement arrêtée avec elle. Quelques apparitions mineures au cours de la décennie suivante. La dernière, en 1979, dans un petit rôle dans Le Cavalier électrique de Robert Redford. Puis le silence. Elle a organisé des salons professionnels dans le New Jersey. Un diagnostic de cancer du sein a fini par tout envahir. Le 9th of September 2013, Patricia Blair est décédée à North Wildwood, dans le New Jersey, à l'âge de 80 ans. Une femme belle, complexe et déterminée qui a donné à Rebecca Boone 6 ans d'existence authentique et qui a payé pour ce rôle un prix qu'elle n'avait probablement jamais pleinement anticipé. Number 10. Ed Ames dans le rôle de Mingo. Si Daniel Boone a offert une chose au monde par-dessus tout, c'est Mingo. Un Cherokee diplômé d'Oxford, loyal et intellectuel, avec une dignité tranquille qui donnait à chaque scène qu'il habitait une gravité et une authenticité particulières. Mingo était un personnage que la télévision américaine n'avait jamais proposé auparavant.
Ed Ames lui a donné vie avec intelligence, générosité et une chaleur qui rendait l'amitié au cœur de la série véritablement méritée. Il avait 36 ans au début du tournage, et tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors l'avait parfaitement préparé pour ce rôle. Ed Ames est né le 9 juillet 1927 à Malden, dans le Massachusetts, sous le nom d'Edmund Dantes Uric, un prénom emprunté à Alexandre Dumas, comme si ses parents juifs ukrainiens avaient eu une intuition secrète du drame à venir. Ils étaient arrivés en Amérique avec très peu, s'installant dans un foyer ouvrier où le yiddish et les coutumes ukrainiennes constituaient le tissu de la vie quotidienne. Il était le benjamin de 9 enfants. La famille était pauvre, mais la musique était partout. Encore au lycée, Ed et ses 3 frères, Joe, Gene et Vic, ont formé un groupe vocal. Les Ames Brothers étaient nés, et ils étaient bons dès le début. Au cours des années 1950, le groupe a accédé à une notoriété nationale authentique. Ragmop, You, The Naughty Lady of Shady Lane. Les succès s'accumulaient. Ils se sont produits dans les meilleures salles du pays, de Chicago à Hollywood. Quand le Quatuor s'est dissous au début des années 1960, Ed s'est lancé en solo et a découvert que cette voie menait encore plus haut. My Cup Runneth Over, Try to Remember, Who Will Answer. 4 singles dans les 20 premières places des classements nationaux en tant qu'artiste solo. À Broadway, il a joué le chef Bromden dans la production marquante de 1963 de Vol au-dessus d'un nid de coucou, aux côtés de Kirk Douglas, Gene Wilder et William Daniels. C'est ce rôle, avec ses traits sombres et distinctifs et sa carrure imposante, qui a attiré l'attention des recruteurs de la 20th Century Fox et l'a conduit directement à l'offre du rôle de Mingo. Le moment le plus célèbre de la carrière d'Ed Ames n'a rien à voir ni avec la musique ni avec le jeu. En 1965, dans l'émission de Johnny Carson, Ames a participé à une démonstration de lancer de Tomahawk pour promouvoir son personnage frontalier. Il a lancé la hache avec précision. Elle s'est plantée exactement entre les jambes de la silhouette humaine dessinée sur le panneau. La réplique improvisée de Carson était si parfaitement dosée et si totalement inattendue que le rire qui en a résulté a duré plusieurs minutes, régulièrement cité encore aujourd'hui comme l'un des rires soutenus les plus longs de toute l'histoire de la télévision américaine. Ames se tenait là, souriant, d'un calme impossible, tandis que le public s'esclaffait. C'était parfait. Dans sa vie personnelle, Ed Ames a porté un deuil profond dans ces dernières années. Sa fille, Linda, née de son premier mariage, est décédée en 2007. Ceux qui le connaissaient disaient que la douleur était visible et durable. Ames est décédé le 21 mai 2023 à Los Angeles de la maladie d'Alzheimer, à l'âge de 95 ans. Il était le dernier survivant des Ames Brothers. Le benjamin d'une famille immigrée sans ressources dans le Massachusetts avait offert au monde des décennies de musique, de rire et de beauté authentique. Et un personnage, en la personne de Mingo, que les téléspectateurs de ces années-là n'ont jamais tout à fait oublié. Number 11, Fess Parker, dans le rôle de Daniel Boone. Et enfin, lui, l'homme sans lequel Daniel Boone n'aurait été qu'une aventure en costume parmi d'autres dans une grille de programmes surchargée. Fess Parker était plus qu'un acteur coiffé d'un bonnet en peau de raton laveur. Il était un symbole de la frontière américaine, de la force tranquille, de l'idée qu'un homme droit et compétent peut traverser n'importe quelle nature sauvage et en ressortir la dignité intacte. Il avait fortillant quand la série a débuté, et il y arrivait portant une légende qui était déjà en construction depuis plus d'une décennie. Fess Elisha Parker Jr. est né le 16th of August 1924 à Fort Worth, au Texas, et a grandi dans un ranch près de San Angelo. Il mesurait 2 mètres. Il était pratiquement impossible de ne pas le remarquer dans une pièce. Quand les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, Parker s'est engagé dans la marine avec l'espoir de devenir pilote, refusé, trop grand pour le cockpit. Il a ensuite tenté de se qualifier comme opérateur radio et mitrailleur. Là encore, trop grand pour le poste arrière. Finalement transféré dans les Marines comme opérateur radio, envoyé dans le Pacifique Sud vers la fin de la guerre et démobilisé avec les honneurs en 1946. Puis est venu le moment qui a failli tout anéantir avant même que ça commence.
Après une collision sur une route du Texas, Parker a confronté l'autre conducteur, un inconnu qui a sorti un couteau caché et lui a tailladé la gorge. 20 veines ont été sectionnées dans son cou. Il a survécu uniquement parce qu'il a réussi, en état de choc et perdant son sang, à forcer son agresseur à le conduire en voiture jusqu'à un hôpital. Les médecins ont travaillé frénétiquement. Il s'est rétabli lentement, souffrant d'une paralysie partielle pendant plus d'1 an. Les cicatrices ne sont jamais parties. Grâce aux aides aux anciens combattants, il a obtenu une licence à l'Université du Texas à Austin et un master en art dramatique à l'Université de Californie du Sud. Le jeu l'a trouvé pendant ses années d'études. Le comédien hollywoodien confirmé Adolphe Menjou a assisté à un événement universitaire, a vu Parker jouer et lui a dit sans détour qu'il avait quelque chose. Puis l'a présenté à son agent. Parker a fait ses débuts au cinéma en 1952. 2 ans plus tard, Walt Disney l'a personnellement choisi pour jouer Davy Crockett dans une mini-série télévisée. Et le résultat a été l'un des phénomènes culturels les plus extraordinaires de l'histoire de la télévision américaine. Le bonnet en peau de raton laveur, la longue carabine et la ballade de Davy Crockett ont déferlé sur le pays. Les enfants portaient tous le bonnet. Le disque s'est vendu à des millions d'exemplaires. Parker est devenu une icône pour toute une génération, pratiquement du jour au lendemain, d'une façon que l'ère des plateformes de streaming ne peut pas tout à fait reproduire. Quand la fièvre Crockett s'est dissipée, Parker a dû trouver son chemin de retour. Disney détenait les droits du personnage et a refusé de le laisser rejouer Crockett. Aussi, en 1964, Parker est revenu avec la meilleure solution de rechange. Daniel Boone, l'autre grand héros de la frontière dans la légende américaine. 6 saisons, 165 épisodes. Il a habité le personnage avec une telle aisance que les téléspectateurs ont cessé de chercher la couture entre l'homme et le rôle. Dans les coulisses, les choses n'ont pas toujours été simples. Un long litige avec les producteurs de la série sur sa part des bénéfices a fini devant les tribunaux. Parker a gagné. C'était un acte d'affirmation inhabituel pour un acteur de cette époque, et il témoigne de l'intelligence pratique qui courait sous la façade bonhomme. En 1973, à 49 ans, Fess Parker a quitté le métier d'acteur volontairement et sans regret apparent. Il s'est tourné vers l'immobilier, développant le Doubletree Resort de Santa Barbara et plusieurs autres propriétés en Californie. Puis, en 1988, lui et son épouse Marcella ont acquis environ 290 hectares dans la vallée de Santa Ynez et ont fondé Fess Parker Winery and Vineyard, un projet personnel qui a grandi pour devenir une entreprise familiale florissante avec des salles de dégustation, un hôtel, un spa et un restaurant. Ses enfants et petits-enfants la dirigent aujourd'hui. Fess Parker a épousé Marcella Bell Reinhardt le 19th of January 1960. 50 ans d'une association évidente. Le 18 mars 2010, Fess Parker est décédé de cause naturelle à son domicile de Santa Ynez, en Californie, à l'âge de 85 ans. C'était le 82nd anniversaire de son épouse. 2 générations d'enfants, 2 héros américains en bonnet de raton laveur, un vignoble devenu un héritage, et un homme qui était, en tous les sens du terme, l'authentique. Voilà, tout un monde qui existait juste derrière les caméras de Daniel Boone. Des tragédies et des triomphes, des sorties silencieuses et des réinventions inattendues. Certains ont trouvé leur place bien au-delà de Hollywood. D'autres ont été consumés par le poids des rôles qui les ont définis. Quelques-uns sont partis trop tôt, dans des circonstances trop douloureuses, pour se réduire à une seule phrase. Mais tous font partie d'une même histoire. Une histoire sur la façon dont 6 ans devant une caméra peuvent devenir 60 ans de mémoire. Sur l'écart entre le personnage à l'écran et la personne qui rentrait chez elle en fin de journée. Dites-nous en commentaire, laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Et depuis quel coin du monde nous regardez-vous? Si vous souhaitez continuer à découvrir les vraies histoires derrière les grandes séries classiques et les gens qui les ont créées, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous allons au-delà de la légende pour plonger dans la vie.